大家好. Bienvenue donc à cet après-midi qui vise à célébrer le Nouvel An chinois. Comme vous le savez certainement, nous avons changé. Quand je dis nous, il ne s'agit pas seulement de la Chine, mais de l'ensemble de l'Asie orientale qui a adopté le calendrier chinois. Et tous les sinophiles, sinophones, sinologues également, se sentent concernés par ce changement d'année. Nous sommes maintenant dans l'année du serpent et nous avons quitté l'année du dragon, à l'imitation donc de ce calendrier millénaire qui a été inventé en Chine. C'est une occasion, me semble-t-il, de s'interroger sur le temps en Chine. Le temps dans tous ses aspects, c'est-à-dire sa durée, la façon dont il est ressenti, perçu, calculé, à la fois dans sa dimension sociale, dans sa dimension cosmique, évidemment, mais aussi mythologique, etc. Plus globalement, on peut dire que le rapport de l'homme au temps est fondamental dans sa relation à la nature et bien évidemment au groupe social auquel il appartient. Nombreux sont les textes de l'Antiquité chinoise à apporter témoignage de ces conceptions du temps qui sont différentes des nôtres et qui permettent d'expliquer comment s'est forgée cette notion à plusieurs facettes qui inclut à la fois la continuité, la discontinuité, la durée, l'intervalle et également, j'y reviendrai souvent, le caractère cyclique du temps tel qu'il est conçu en Chine et dans les pays sinisés. On peut affirmer que le temps en Chine ne s'appréhende pas comme un concept général qui engloberait tous les aspects qu'il revêt en Occident, depuis la pensée grecque en particulier. La preuve en est que le terme shedian, évidemment ça n'apparaît pas. Ah, voilà. J'ai trouvé le bon bouton. Le terme shedian, donc le premier de la ligne, qui signifie littéralement espace de temps, ne date en Chine que de 1908, lorsqu'il est apparu dans un dictionnaire anglais-chinois, et encore était-ce une traduction du japonais Chikan, qui emprunte le sens occidental de temps, mais au sens très large du terme, ce qui permet l'abstraction, ce que ne conçoit pas le temps chinois à l'origine. Parce que s'il y a un temps chinois, c'est d'abord et avant tout celui de la saison. C'est ensuite, deuxièmement, un temps circulaire, c'est-à-dire cyclique, qui implique donc une révolution au sens propre du terme. Et c'est enfin un temps concret qui repose sur la mesure de la durée et sur son rapport au réel, et non point une abstraction qui serait détachée de toute contingence matérielle. On peut évidemment, et je vais le faire dans un instant, y ajouter un dernier aspect qui est l'aspect du temps subjectif, puisqu'il est nécessairement ressenti émotionnellement. Mais c'est ce caractère concret du temps saisonnier qui s'illustre dans la correspondance qui le lie à l'espace et à quelques autres caractéristiques, paramètres, généralement regroupés par 5 dans la pensée chinoise. La pensée chinoise aime beaucoup regrouper les éléments par 5. C'est donc ce rapport direct avec la vision du monde qui va nous intéresser cet après-midi et qui permet de se faire une idée à la fois cohérente et fidèle à cette façon dont les Chinois ont pensé le temps.
cette façon concrète de le penser renvoie toujours à une dimension également spatiale, j'y reviendrai là aussi dans un instant, c'est-à-dire un lieu, une situation, une action dans lesquelles le temps entre dans une relation indispensable. Comme en témoigne un texte que certains d'entre vous connaissent peut-être au moins de nom, qui s'appelle le Yi Jing, c'est-à-dire le classique des changements. Peut-être même certains d'entre vous en ont-ils lu des extraits, qui est une œuvre initialement divinatoire et qui est suffisamment connue même en Occident pour que je ne m'y attarde pas trop, mais qui est basée sur un séquençage des temps positifs et négatifs, des temps positifs ou négatifs et négatifs, bref, sur un temps concret, qui est bien ancré dans le réel. Ces conceptions de la temporalité, qui sont exprimées par la pensée chinoise ancienne, elles affirment la primauté, j'y insiste, du devenir sur l'être, de la métamorphose sur la fixité des choses et des êtres, c'est-à-dire du mouvement sur l'immobilité. Car toute chose dans la pensée chinoise est par nature en devenir, donc inscrite dans une temporalité passagère de l'instant, dans un processus. La notion de cycle est ainsi constitutive du mouvement spontané de cette nature qui est incréée dans la pensée chinoise, mais perpétuellement transformée et transformante. Chaque chose contient en elle une énergie suffisante pour qu'elle persiste dans son existence et qui est à la fois une énergie dominante, mais aussi une énergie dominée. Vous le connaissez certainement par cette image qu'on appelle celle du yin et du yang, c'est-à-dire des énergies passives et actives qui entrent en concurrence, mais également en concordance et en concomitance. Cet équilibre qui est instable à l'intérieur de chaque chose, de chaque être, dépend des circonstances. Et tout ce point-là est essentiel dans la conception du temps chinois. On voit bien que la pensée chinoise se distingue de la pensée grecque, puis chrétienne, par cette notion d'évolution perpétuelle, de mutation perpétuelle, qui s'oppose donc à la fixité des choses et à leur immobilité, parfois à leur éternité. Enfin, dernier point, un préalable à la compréhension du temps en Chine, c'est la langue chinoise. La langue chinoise elle-même, ancienne et moderne, mais surtout la langue ancienne, qui est la langue de l'écriture savante, c'est-à-dire de la philosophie, est une langue qui ne connaît pas la conjugaison. Donc elle ne connaît ni l'aspect ni le temps des verbes, comme les langues indo-européennes, et cette langue ancienne, donc, ne rend compte non seulement ni du temps, mais même ni du mode du verbe, ni de la personne, sujet du verbe, pas plus que de la voix passive ou active. Donc ceci oblige à insérer dans une phrase une situation concrète qui va préciser quels sont les éléments de l'action qui sont portés à la connaissance du lecteur, sous la forme d'une particule ou d'un adverbe, et qui va donc indiquer comment l'acte se situe dans un moment du temps social ou du temps individuel. C'est dire que dans une phrase chinoise, dans la langue écrite, le temps n'est pas communiqué d'emblée. Il est précisé au besoin ultérieurement. Un texte qui est particulièrement important et qui fait partie des 5 classiques,
Certains d'entre vous peut-être le savent déjà, il existe 5 textes classiques qui ont fondé la culture lettrée dans la Chine ancienne. Parmi eux, j'ai cité tout à l'heure le Yijing, c'est-à-dire le classique des mutations, des changements. Il en est un autre tout aussi important puisqu'il est le premier texte littéraire de l'Antiquité chinoise, qui est le Shijing, c'est-à-dire le classique des poèmes, de la poésie. Celui-ci nous intéresse parce qu'il est le premier témoin de ce que la pensée chinoise a conçu de plus élaboré à partir des premières notions qui se sont dégagées dans la haute antiquité de la Chine. Ces textes remontent pour certains d'entre eux au Xe siècle avant notre ère et ils nous donnent donc les premiers témoignages de l'utilisation du mot sur lequel je vais souvent revenir, qui est le mot « shi », qui signifie le temps, mais le temps que je tentais de définir d'emblée, qui est celui de la saison. En fait, ce mot que je traduis par temps signifie étymologiquement la saison. Et cette saison de l'année est évidemment une notion objective, c'est-à-dire elle est définie par la position du soleil dans le ciel. Et il faudra attendre beaucoup plus tard une période qu'on appelle la période des royaumes combattants, qui est la période qui voit émerger les premières écoles philosophiques chinoises. Elle est d'ailleurs, c'est assez curieux, à peu près contemporaine de l'époque à laquelle la philosophie grecque naît et apparaît, c'est-à-dire à partir du 5e siècle et jusqu'au 3e. À ce moment-là, on aura des tentatives de définir, entre autres choses, ce que peut bien être le temps. Mais pour l'instant, ce qui nous importe, c'est ce sens originel. Le temps est la saison, c'est-à-dire c'est le moment opportun où les choses doivent être faites. On va voir que cette idée première de saison lie le temps chinois au calendrier agricole des origines. Donc, premièrement, la saison, à l'origine du temps chinois. Et puis, le temps cosmique et le temps musical, on va voir que ceci est lié à cela. Étymologiquement, donc, ce mot « shi » désigne la saison et, comme je l'indique sur ce tableau, il est constitué de 2 éléments. L'élément qui se situe à gauche, qui est ce qu'on appelle une clé, est la clé du soleil. Et l'élément qui se situe à droite est l'élément phonétique, qui se prononce « shi » en l'occurrence, et l'élément qui indique la prononciation du caractère. Ce mot « saison », bien évidemment, désigne ce qui va découper l'année lunisolaire en 4 parties, absolument homogènes puisque déterminées par les solstices et les équinoxes, et marquées par des modifications climatiques qui sont particulièrement manifestes dans l'hémisphère nord. Donc le premier sens du terme est lié à la saisonnalité des cultures. Et en fait, il l'est tout autant, voire plus encore, à celle des rites religieux. Celle-ci renvoyant en fait à celle-là. C'est-à-dire qu'il est assurément beaucoup plus important, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nourrir les esprits plus que de nourrir les hommes. Les hommes peuvent toujours attendre. Et certains même attendent très longtemps lorsque la récolte n'est pas bonne. Mais les esprits, eux, n'attendent pas. D'où la nécessité d'avoir un calendrier extrêmement performant et pertinent. Donc les rites religieux, ce sont eux qui vont déterminer le respect du temps calendérique. Une offrande n'est parfaite, quelle que soit d'ailleurs
l'esprit que si elle est faite à temps. Il y a donc un rapport évident entre la pratique religieuse, la science du calendrier et celle conjointe de l'astronomie sur laquelle je vais revenir. Donc la fonction du calendrier est originellement de déterminer ce moment opportun de l'année où effectuer une tâche qui sera socialement utile, naturellement utile, mais surtout religieusement utile. Donc les astronomes figurent parmi les personnages, les fonctionnaires royaux qui sont les plus importants, parce qu'ils sont bien sûr les seuls à être jugés aptes à définir ces périodes. Généralement, c'est ce qu'on appelle la lunaison, ou nous appelons nous-mêmes le mois, mais aussi le jour et l'heure où doit s'effectuer une tâche ou un rite. Ceux-ci sont d'ailleurs très souvent, voire presque toujours, conduits par le souverain. À l'époque d'avant l'Empire, la Chine est une royauté. Il y a un roi et des princes chefs d'un certain nombre de seigneuries, mais ils sont en même temps chefs religieux. Donc ils définissent le temps pour ces raisons sus-indiquées. La combinaison des deux calendriers a posé problème dans toutes les civilisations, les deux calendriers du Soleil et de la Lune. Le problème avec le Soleil, c'est qu'il a l'idée fâcheuse de sembler tourner autour de la Terre. Il paraît que c'est le contraire, mais ça reste à démontrer. En tout cas, à l'époque, on est persuadé, nous aussi d'ailleurs, que le Soleil met 365 jours un quart, un peu moins d'un quart, à faire cette révolution. La Lune, elle est aussi régulière, mais pas dans les mêmes termes, puisque une lunaison complète dure 28 jours, ou plutôt 28 nuits. On n'arrive jamais à coller un calendrier à l'autre, d'où des aménagements qui doivent être faits depuis des siècles et même depuis des millénaires pour que l'un s'accorde avec l'autre. Et c'est ce qui explique qu'à l'époque de la première grande dynastie, pas la première grande dynastie impériale, mais la première grande dynastie tout court, celle des Han, qui commence en 206 avant notre ère, qui se termine en 220 de notre ère, qui donne d'ailleurs, soit dit en passant, son nom au peuple chinois et son nom à la langue chinoise. Donc cette dynastie des Han est amenée à faire une réforme du calendrier en l'an 104 avant notre ère. Il ne vous a pas échappé qu'à la même époque, à quelques années près, un certain Jules César propose une réforme du calendrier à peu près dans les mêmes termes pour que le calendrier solaire corresponde au calendrier lunaire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous, au Occident, n'en avons pas fini avec cette affaire, puisque il a fallu attendre la réforme de 1582 de Saint Grégoire le Grand pour que nous rattrapions enfin notre calendrier solaire, le calendrier lunaire étant toujours en décalage. Vous voyez combien cette histoire de calendrier a une importance majeure quand on est confronté à deux types de décompte des jours et combien c'est en relation étroite avec la pratique rituelle. Alors on trouve dans les plus anciens textes historiques et littéraires chinois, mais aussi dans les inscriptions sur os et écailles, puisque avant qu'on écrive sur des lamelles de bambou et des lamelles de bois, au 5e siècle avant notre ère, on écrivait sur des écailles de tortue et également sur des os. Donc dès cette époque, on trouve des inscriptions divinatoires s'interrogeant sur la façon de décompter les jours et de présenter le calendrier d'une façon relativement homogène. Donc j'en reviens à mon propos initial relatif
au sens de saison. Le sens immédiatement dérivé de celui de saison, de saisonnalité, c'est celui de conforme à la saison, c'est-à-dire d'opportun. On dirait en termes savants de tempestif par rapport à ce qui est intempestif, qui arrive d'une façon inopportune. Et si c'est tempestif, opportun, c'est que c'est propice, c'est-à-dire que c'est faste, par opposition à ce qui est néfaste, toujours en termes religieux. On peut donc ajouter que cet élément tempestif et intempestif, ce paramètre, s'applique avant toute chose à sa dimension spirituelle une fois que le calendrier astronomique est réellement mis au pas et mis au point également. Il s'ensuit par là, on va pouvoir rajouter à ce calendrier régulier un autre élément de comptabilité du temps qui est fourni par les processus divinatoires. Ceux-ci ont donc rapport avec les esprits et quelle que soit la nature des esprits, et il convient de les satisfaire dans tous les cas de figure. Quels sont, très brièvement, les trois domaines religieux de la religion chinoise? Le premier et le plus important, ce sont les ancêtres. Les ancêtres doivent être honorés, du moins les âmes défuntes des ancêtres. Ça, c'est le premier point, peut-être le plus important de tous. Le deuxième élément, c'est le ciel. Le ciel est la divinité suprême dans la religion qui précède l'Empire. Et puis elle va continuer à l'être tout au long de la durée de l'Empire. Le troisième grand domaine de la religiosité chinoise, ce sont les esprits qui peuplent chaque élément de la nature. Dieu des montagnes, Dieu des forêts, Dieu des rivières, Dieu de tous les éléments de la géographie qui nous apparaissent comme étant physiques, mais cette géographie physique est en fait une géographie religieuse que nous ne voyons pas, mais que ceux qui croient en elle perçoivent et donc se doivent d'honorer. On voit combien cet art du calendrier, cette science du calendrier, parce qu'encore une fois, le calendrier est une science, est une connaissance absolument majeure et qu'il convient de la dominer à tous égards. Elle conduit bien évidemment également tout ce qui a trait à la vie sociale, c'est-à-dire avant toute chose à la vie agricole. La récolte des céréales est une chose extrêmement importante. Pendant des milliers d'années, l'histoire chinoise va rapporter les éléments fastes et néfastes ayant trait aux récoltes. Il faut se souvenir d'une chose à propos de la civilisation chinoise plus globalement, c'est que la civilisation chinoise est avant tout agricole. C'est une civilisation de la céréale et donc de la récolte céréalière. Ça n'est pas une civilisation de l'élevage. Regardez par exemple comme quelque chose qui est important pour nous, l'alimentation carnée, l'alimentation lactée a une grande importance dans la gastronomie européenne. Elle en a très peu, voire pas du tout, dans la civilisation chinoise. C'est dire qu'en Chine, ce qui compte avant tout, ce sont les récoltes céréalières. D'où l'importance de cet agenda qui va définir les temps divers des différents temps de la culture céréalière. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal
à me débrouiller avec mes pages, le micro et l'écran. On y arrive. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Donc on a vu que l'examen de ces calendriers permettait d'en souligner la fonction avant tout religieuse et de marquer la nécessité de respecter la temporalité du ciel, qui est aussi, je l'ai rappelé, celle des ancêtres et des esprits de toutes espèces. Le shading, donc, dont j'ai souligné l'importance, le classique de la poésie, en offre une illustration particulièrement marquante. Ainsi, il souligne combien le roi fondateur des Zhou, c'est-à-dire la plus importante dynastie royale chinoise, avait bien choisi sa capitale au XIe siècle en fonction des circonstances de la nature. Pour toutes les fondations de dynastie, toutes apparaissent comme étant fondées au bon moment et comme toutes devant disparaître au mauvais moment. On constate que les injonctions de respect des saisons de l'année, si elles ont cette base religieuse, s'étendent en fait non seulement à l'ensemble de l'activité sociale, comme je l'ai indiqué, et agricole, mais également à l'ensemble de la vie politique. La vie politique est scandée par une bonne connaissance des calendriers et de ce qui va permettre les bonnes actions politiquement parlant si elles sont décidées et exécutées lorsque le temps qui convient a pu être repéré. Chaque activité également d'un groupe villageois, aussi bien que de la cour royale et des cours princières, est définie par cet examen calendérique qui s'appuie aussi sur une observation de la nature. C'est-à-dire, très souvent, on observe, et d'ailleurs le plus grand des sages chinois, Confucius, observe, souligne combien une action doit s'exercer lorsque telle ou telle bête apparaît, telle ou telle famille d'insectes apparaît ou disparaît dans le paysage, lorsque les oiseaux se présentent dans le ciel de telle ou telle façon, lorsque tel type d'animaux se comportent de telle façon, ou s'alimentent, ou se reproduisent, et ainsi de suite. Bref, le calendrier de la nature est un reflet du calendrier politique. Il faut bien repérer cela. Et réciproquement, quand le calendrier politique est inadéquat, que le souverain ne fait pas ce qu'il conviendrait de faire, que le prince ne se comporte pas comme il aurait dû le faire, alors la nature elle-même en est bouleversée. Et on observe soit une période de sécheresse, soit, comme en ce moment, une période de forte précipitation, soit des froids vigoureux et excessifs, ou des chaleurs insupportables, entraînant évidemment les catastrophes qui vont avec. Bref, les hommes sont responsables dans leur comportement, et surtout, bien entendu, les souverains, sont responsables du comportement des astres comme de la nature. Donc, c'est à la fois ce respect du comportement politique correct et des pratiques religieuses correctes qui va déterminer, qui va avoir une influence sur le temps sidéral. Par exemple, on dit que lorsqu'un prince ou quand le roi a agi d'une façon inconséquente, il tombe des météores
où il se produit des événements cosmiques tout à fait dommageables. Et c'est la correction par le roi de ces erreurs qui va permettre de remettre la nature dans le bon ordre et même les astres pour qu'ils retrouvent leur orbite naturelle. Il y a d'ailleurs à ce sujet une anecdote que j'ai trouvée dans un texte historique. Lors du premier de l'an, vous voyez, nous n'en sommes pas loin, mais c'est en l'an 538 avant notre ère, un grand dignitaire de la cour demande à un officier: peut-on empêcher la grêle de tomber? L'autre répond: lorsqu'un sage est au pouvoir, la grêle ne tombe pas. Mais si elle tombe, elle ne fait pas de dégâts. Cet exemple peut nous faire sourire, mais il est particulièrement significatif de la représentation, de l'interaction entre le comportement politique et rituel des souverains et le comportement en réponse de la nature. À tel point qu'un comportement inapproprié va modifier l'orbite des planètes ou va faire tomber les étoiles sur la Terre. En fin d'année, c'est un peu le cas de ce qui s'est passé il y a quelques jours, en fin d'année lunaire, le principe qui anime la fête de fin d'année va viser à abolir ce temps écoulé, à le faire fuir en quelque sorte, à s'en débarrasser, et plus précisément à éloigner tout l'aspect maléfique, tous les miasmes qui accompagnent généralement les fins d'année. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent dans les fêtes chinoises, et pas seulement d'ailleurs en Chine, des dragons d'une part, des lions, quoique le lion n'existe pas en Chine depuis déjà un certain nombre de siècles, mais peu importe, et surtout des pétards, les pétards étant destinés à chasser les mauvais esprits, donc à éliminer cette partie de l'année qui vient de s'écouler et à accueillir l'année nouvelle qui ne peut être porteuse que d'événements fastes. D'ailleurs, on peut noter que le verbe qui signifie accueillir l'année nouvelle, est le même qu'on emploie pour désigner le geste que fait le futur époux lorsqu'il va accueillir sa fiancée avant le mariage. C'est d'ailleurs le même verbe qu'on trouve dans l'expression que certains d'entre vous ont peut-être entendue s'ils ont été en Chine. Bienvenue, Huanying, Huanying, quand on arrive quelque part et qu'on est accueilli les bras ouverts. Je vais passer un peu rapidement parce que je m'aperçois que le temps, lui aussi, passe un peu vite, sur un aspect qui me paraît tout à fait important, qui est celui de la musique. La musique est un aspect de l'activité humaine, de l'activité bien sûr artistique, mais pas seulement, de l'activité sociale, tout à fait capital, à la fois dans la vie de cour et dans la vie de la campagne. Musique de loisir ou musique sacrificielle. La fonction première de la musique, c'est, dit-on, d'exprimer des sentiments. La musique part du cœur pour aller vers l'extérieur, mais elle s'adresse avant tout à autrui, c'est-à-dire qu'elle est destinée à exprimer des sentiments, à les communiquer et bien sûr à les faire partager. C'est la fonction première de la musique au sens social du terme. La musique, c'est ce qui unifie.
elle vise avant tout à réguler les humeurs humaines, à susciter ces humeurs, mais aussi, c'est peut-être plus important encore, à les canaliser, et en particulier dans des phénomènes sociaux qui accompagnent des périodes de deuil ou de réjouissance, les naissances, les mariages, mais également les enterrements, et bien entendu, à l'intérieur même de la musique, quelque chose qui ne vous a pas échappé, qui est le rythme. La quintessence du temps dans la musique, c'est le rythme. Et ce rythme, c'est le cœur même du dispositif musical. Ce qui permet, pensent les sages, les philosophes de la Chine ancienne, d'harmoniser le cœur humain et de le rendre conforme à la nature céleste, tout comme elle permet d'harmoniser les cœurs d'un groupe social qui vont battre à l'unisson. C'est donc un moyen infaillible de replacer l'homme à l'unisson du temps du monde. Parmi les instruments classiques de la musique chinoise, là aussi, peut-être certains d'entre vous qui ont assisté à des festivités chinoises les ont bien reconnus, ce sont surtout les cloches et les tambours. Alors les cloches, c'est un peu plus difficile de se les procurer, mais les tambours, c'est relativement courant. Elles ont une place de choix précisément parce qu'elles marquent le rythme, la scansion de la mélodie et celle des danses et des différents spectacles de l'époque. Je voudrais maintenant en venir à un autre aspect important du temps, qui est le temps divinatoire. Temps divinatoire, temps cyclique. Et son rapport à l'astronomie d'une part, on l'a vu, et surtout à l'histoire. L'histoire en Chine. Vaste question. Le temps opportun que j'ai évoqué d'emblée est entré dans la pensée chinoise, je l'ai rappelé, par l'entremise de la divination. Le Yiting, donc, ça fait déjà 2-3 fois que je prononce ce nom, qui commence à vous être familier, c'est-à-dire le classique des changements. Il visait à l'origine à tirer les sorts à partir de techniques divinatoires basées sur les différentes sortes de computes d'une plante qu'on appelle l'aquilée. Ce nom ne vous est peut-être pas connu, il est pourtant extrêmement courant dans la divination chinoise ancienne, et c'est lui qui permet de définir les éléments fastes et néfastes, tout comme on peut les repérer à travers les craquelures des carapaces de tortues qui étaient soumises au feu pour définir ces temps opportuns. On peut élargir la notion d'opportunité, c'est-à-dire de temps faste ou néfaste, à des tas d'éléments de la vie sociale ou individuelle. On l'applique aussi, et c'était bien normal pour la période ancienne, à la vie militaire. En particulier, de savoir s'il fallait faire une guerre, ne pas la faire, déclencher une bataille, s'y refuser, et ainsi de suite. Vous voyez que des éléments aussi importants de la vie sociale et politique étaient déterminés par cette combinatoire que définit la divination en Chine. Et pour déterminer le moment où l'on déclenche une guerre, ou bien où on ne la déclenche pas, on recourrait toujours à ces procédés. Et il m'est venu à l'esprit cette observation faite par un général napoléonien qui disait pouvoir expliquer une défaite par 2 mots.
trop tard. Trop tard puisque, comme nous l'apprend le grand penseur stratégiste chinois, Sun Tzu, un engagement militaire ou un dégagement militaire doit se définir par une approche extrêmement fine du temps opportun. Et il est entre autres déterminé par ces procédés de divination. La divination, elle s'inscrit dans une logique, c'est-à-dire dans la perspective d'un temps qui est discontinu, puisque le temps est constitué de moments qui ne se valent pas. Vous avez des moments qui sont intenses et fastes, d'autres qui sont funestes et vides, ou sans valeur, si on peut dire, c'est-à-dire sans intérêt social ou individuel. Or, ce qui fait la différence entre le temps calendérique que nous avons vu à l'instant, celui des mouvements des astres, c'est qu'ils sont réguliers et cycliques, et le temps divinatoire, c'est qu'ils obéissent à des logiques différentes et qui peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres. La divination, elle, est extrêmement importante en Chine. D'ailleurs, elle continue à être pratiquée. Elle est, on peut le dire, réellement au fondement de la civilisation chinoise, puisque les plus anciennes graphies qu'on connaît de l'écriture chinoise sont des écritures divinatoires. Et cette consultation des sorts se faisait selon les deux techniques que j'ai rappelées, à savoir l'étude des brins d'aquilée, de cette plante qu'on appelle l'aquilée, et l'étude des craquelures sur les os et les carapaces de tortues. On voit clairement donc que ces deux types de prise en compte du temps se confrontent. Et bien souvent, dans les textes historiques, on a des débats, des délibérations entre les devins et les responsables politiques qui s'affrontent pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait si l'aquilée vous dit blanc, la tortue vous dit noir, et que l'examen du ciel ou des oiseaux dit encore autre chose? C'est un débat qui, bien évidemment, n'a pas de solution, puisque quand on hésitait sur ce genre de décision, on recommençait un autre processus divinatoire, lequel n'apportait pas forcément de réponse décisive. Mais vous voyez combien l'appréhension du temps est une question complexe, selon le type de référence auquel on s'adresse. J'en viens à présent à un aspect aussi important que je désignais d'emblée, qui est la cyclicité du temps. Puisque la particularité du temps chinois est d'être une révolution, constituée par un cycle de 10 jours, décades si on veut, les jours étant eux-mêmes divisés en 10 veilles, et également par un deuxième cycle composé de 12 unités. La combinaison de ces deux types de cycles forme un ensemble de 60 termes qui constituent l'ensemble d'un cycle normal. C'est-à-dire que depuis la haute antiquité chinoise, le temps cyclique est défini par des cycles de 60 termes. Cet agencement combinatoire, qui est encore en cours actuellement, est un système qui permet une vision renouvelée de l'histoire et du temps.
Alors que contrairement à la pensée grecque et chrétienne, cette perspective de l'évolution du temps est linéaire, alors qu'en Chine, donc, elle est inscrite dans ce cycle de 60 années, de 60 lunaisons ou de 60 jours. Chacun de ces éléments est désigné par deux termes. Je viens de l'indiquer brièvement. Le premier est issu de la série dite des troncs célestes. Vous voyez la ligne Tiangan et Tizhi. Le premier, donc, qui se nomme Tiangan, tronc céleste, et le second, Tizhi, littéralement branche terrestre. Si vous les combinez les uns avec les autres, vous obtenez donc une liste de 60 termes doubles. Ce système, donc, perdure jusqu'à nos jours, et même probablement bien au-delà de nos jours, puisque l'année chinoise qui vient de commencer est une année Yi-Si. Nous venons de quitter l'année Tia-Chen. Tia-Chen, c'est l'année qui s'est terminée début 2025, qui était l'année du dragon. Et donc, depuis 3 jours, nous sommes dans l'année Yi-Si, année du serpent. L'année prochaine sera une année du cheval, Ping-Wu. Et là, je voudrais rapporter une petite anecdote. J'étais il y a quelques semaines à Canton, magnifique ville du Sud, ou plus exactement, plus grande ville chinoise du Sud, me promenant le long de la rivière des Perles. Il y a beaucoup de pêcheurs le long de la rivière des Perles. Et il y a aussi des artistes des rues. Et le hasard a fait que je me suis trouvé à côté d'un homme qui faisait une calligraphie, c'est-à-dire qui dessinait sur le sol, à l'eau, c'est-à-dire son pinceau trempé dans l'eau, non pas dans l'encre. C'est une pratique chinoise assez courante. Il dessinait sur le sol la liste complète des 10 troncs célestes et des 12 rameaux terrestres. Si on peut voir la vidéo, si on arrive à la sortir de l'ordinateur, j'ai lu avec lui les noms de ces caractères chinois dont on ignore absolument l'origine, c'est-à-dire on ne sait pas d'où ils viennent, quelle était leur signification originelle et pourquoi on les a conservés ainsi sans en expliquer la raison. Cette combinaison des années, est-ce qu'on la retrouve ? Non. Alors je vais poursuivre. Cette combinaison donc des années par cycle de 60 se combine à ce que je viens d'indiquer à propos des animaux. C'est-à-dire que vous avez 12 animaux qui permettent d'être associés à chacune des années prédéfinies. Vous avez le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, nous sommes serpents aujourd'hui, cheval, mouton, singe, coq, chien, porc, ce sont les 12 animaux. On en ignore l'origine, peut-être est-elle persane et peut-être pas chinoise. On ne la trouve pas ? On ne peut pas ouvrir. Ah, oui, allez voir si on peut le trouver. Cet aspect des 12 animaux
peut apparaître assez pittoresque, mais quand un Chinois vous demande élégamment, non pas quel âge avez-vous, ça ne se demande pas, en quelle année êtes-vous né, on ne demande pas non plus, mais on vous demande plus poliment, à quel animal êtes-vous associé, n'est-ce pas? Le verbe shu, qui signifie dépendre de, être associé à. Vous répondrez, je suis cheval, je suis rat, je suis mouton, je suis coq, etc. De façon à dire, voilà, j'appartiens à une des années du coq, du rat, du cheval, et ainsi de suite. Et donc, peut-être allons-nous pouvoir voir la petite vidéo. Alors, pour ma part, je vais vous faire une confidence, je suis rat. Ça veut dire que, oui, j'ai pas l'air comme ça, mais si. Ça veut dire que je suis né en 1960, ou peut-être 1948, ou peut-être 1936, c'est moins sûr, ou peut-être 1924, ou peut-être après tout 1972, et ainsi de suite. Donc, cherchez vous-même votre appartenance animalière, et vous pourrez répondre élégamment quand on vous demandera de quelle année êtes-vous. Ah, je suis cheval, mais sans préciser évidemment de quel cheval il s'agit. Ne la trouvez pas, c'est dommage. C'est apparu ? Il n'arrive pas à lire la vidéo. Vous voulez... Non. Non, c'est pas ça. Non. Bon, désolé, vous n'aurez pas droit à la vidéo. Vous l'imaginerez. Je voudrais à présent en venir au chapitre suivant qui est l'histoire, l'écriture de l'histoire, ou plus exactement le temps historique en Chine. Cette notion cyclique du temps qui s'écoule nous amène à nous intéresser à un élément essentiel de la culture chinoise qui est l'écriture de l'histoire. On peut dire que l'écriture de l'histoire est la science majeure de la culture lettrée en Chine. Elle est bien évidemment d'abord une science du passé, mais elle est tout autant une science de l'avenir, au sens où celui qui connaît le passé est maître du futur, selon une formule bien connue. Et cela tient au fait que l'écriture historique est censée servir de modèle au souverain pour déterminer son action. C'est même sa raison première, si l'on en croit les historiens eux-mêmes, qu'on nomme Shi. C'est le dernier caractère de la dernière ligne. C'est celui qui littéralement, étymologiquement, tient un pinceau, l'historien. Puisque ce mot « shi », ne pas confondre « shi », l'historien, avec « shi », le temps. Vous aurez noté la différence de ton. Le « shi » est donc, étymologiquement, celui qui devine, c'est-à-dire celui qui est apte à connaître l'avenir. Mais c'est aussi l'historiographe, celui qui note ce qui s'est passé dans le royaume ou dans la principauté. Ce qui nous importe là, c'est que le fondateur de ce qu'on appelle les histoires dynastiques
Sima Qian a délimité ce qu'est l'histoire chinoise. Comment on écrit l'histoire? Sima Qian, premier mot, premier nom tout en haut. Sima Qian est le fondateur de l'histoire chinoise. Il est le fondateur lors du 1er siècle, 2e et 1er siècle avant notre ère, au début donc de la grande dynastie des Han. C'est lui qui va expliquer comment on écrit l'histoire. On écrit l'histoire en essayant de souligner les aspects positifs, favorables, en critiquant le mal et en promouvant le bien. C'est du moins ainsi qu'il voit les choses. Et c'est lui qui va imaginer la première histoire dynastique de Chine. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire dynastique? Il y a eu 25 dynasties en Chine. En fait, il y en a eu beaucoup plus, mais 25 dynasties ont écrit l'histoire de la dynastie précédente. Pourquoi ont-elles écrit cette histoire? Simplement pour justifier leur existence. Un peu comme si les Bourbons avaient écrit l'histoire des Capétiens en disant que c'était les pires des souverains et qu'il était tout à fait justifié de se débarrasser des Mérovingiens, des Capétiens et autres souverains de mauvaise alloi. Eh bien, c'est un peu ce qu'ont fait les Chinois à travers les histoires dynastiques. On compte en Chine 25 histoires dynastiques, chacune écrivant donc l'histoire de la dynastie précédente. Ces histoires dynastiques sont assez complexes et sont très longues. La première, celle de Sima Qian, donc, compte 130 chapitres. C'est extrêmement long, mais aussi très diversifié. Et c'est depuis ce temps-là que, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire à la fondation de la République, en 1912 en Chine, les histoires ont été écrites pour chacune de ces dynasties qui ont disparu. La fonction, donc, de cette écriture était à la fois critique et élogieuse, mais aussi prédictive. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer, puisque l'histoire n'est jamais qu'un cycle. Cette notion cyclique du temps écoulé, elle s'insère bien dans la pensée chinoise. Et elle va se dérouler donc sans discontinuer jusqu'à nos jours, ça je viens de l'indiquer. Elle est à la fois liée au sacré, c'est-à-dire à la narration des événements sacrificiels, et à la morale, c'est-à-dire que l'histoire définit le bien et le mal. Et elle est, d'autre part, et cela depuis le début de l'Empire, une histoire qui est une interprétation des causes. C'est ce qui la différencie de l'histoire de la haute antiquité, où l'on avait simplement un récit des événements sans s'attarder sur leur signification. C'est la différence entre un analyste, c'est-à-dire celui qui ne fait que rapporter des événements, et un historien, c'est-à-dire celui qui explique pourquoi un événement se produit et même qu'est-ce que c'est qu'un événement. Vaste question que celle que pose l'histoire chinoise. Ah, bien. Alors, effectivement, je m'aperçois que j'ai été un peu long, donc je vais devoir abréger mon propos. Peut-être pour en venir directement à la conclusion.
je dirais que en Chine, dès l'Antiquité, la pensée a accordé beaucoup d'importance à l'opportunité de l'instant, plus qu'au temps global désincarné. La sagesse des grands titres et des grands auteurs a insisté sur cette philosophie de la vie. Il s'agit de trouver la paix dans le moment opportun, de s'en tenir à l'ordre naturel des choses. La disponibilité de l'homme aux circonstances est sans doute le seul paramètre auquel il est impossible accès. Celui de l'ordre des choses qui est commandé par la nature n'est pas de sa responsabilité, pas plus que celle du destin qui est commandé par le ciel, ou encore de la voie qu'on appelle le Tao en chinois, auquel il ne peut que se soumettre. L'homme doit donc être juste attentif à ce qu'on pourrait appeler la concordance des temps, qui lui permet ou bien une simple survie, ou bien une longévité prospère et parfois heureuse. Cette prise de conscience de l'opportunité au sens fort du terme évite des choix intempestifs que redoutent toutes les écoles de pensée. Comme on l'a vu, le temps de la nature, c'est vraiment le paradigme suprême. Encore faut-il que l'on sache déceler dans les mouvements imperceptibles du processus des choses ce temps naturel. Et seul le sage, je pense les philosophes chinois, c'est lire le temps et ses mutations dans un flot qui semble à tous si uniforme. Parce que comme le disait le grand savant britannique Joseph Needham, pour les Chinois, le temps est toujours réel, ancré dans la réalité, ne constitue pas cette entité abstraite qu'on connaît dans la pensée grecque et plus largement européenne, sur laquelle a cru pouvoir se pencher l'Occident. Des réflexions d'un grand penseur qui s'appelait Mozi, qui était contemporain de Confucius, il ne nous reste que quelques rares formules lapidaires qui s'intéressent à la durée, ce qu'on peut appeler la durée dans le temps. Le Sheding, par ailleurs, ce texte que j'ai plusieurs fois cité dans cette conférence, ce classique des poèmes, donne à voir justement ce qu'était ce temps concret dans la pratique et la réalité des premiers siècles de la civilisation chinoise. Celle qui se calque sur ces cycles essentiellement agricoles qui déterminaient systématiquement la vie religieuse. Enfin, pour conclure, je voudrais souligner combien la Chine a su conserver jusqu'à nos jours ce système cyclique dont j'ai essayé de vous donner quelques éléments, système de décompte du temps en 60 éléments indéfiniment renouvelés. Tout comme elle a su conserver jusqu'à la chute de l'Empire la désignation des ères dynastiques qui scandent les temps politiques des empereurs. Malgré la propagation par l'Europe de son décompte temporel christianisé. C'est dire toute la pertinence et la résilience de ce système qui a résisté à l'intrusion du compute occidental, basé donc, nous le savons, sur la naissance du Christ comme point de départ des années, un compute qui s'est imposé, ou du moins qu'on a imposé
au reste du monde. Le mode de calcul du temps et l'art du calendrier attestent, me semble-t-il, de la permanence et de l'importance des repères qui ont fourni une représentation proprement chinoise de la marche du monde et donc de celle du temps. Je vous remercie de votre attention.